Chapitre 1. De l'identité et de l'unité nationale. Ce qui lie une personne à un pays, c'est d'abord l'amour qu'elle porte à celui-ci, l'amour de sa patrie, un sentiment d'appartenance, un attachement à des valeurs, à une croyance, des principes, des traditions. Il ne s'agit pas là du lien juridique qui fait que l'on appartienne à tel ou tel pays par l'acquisition de la nationalité, par exemple par naturalisation, alors même que l'on ne partage pas ses valeurs essentielles et qui peut s'arrêter à un moment ou un autre. Il ne s'agit pas non plus de ce papier que l'on signe pour dire que l'on est en accord avec les principes et les valeurs d'une telle ou telle république, mais de ce lien indéfectible qui fait que s'il arrivait quelque chose à ton pays, c'est comme si cette chose était arrivée à ta propre famille. Ce lien qui fait que l'on peut mourir pour son pays, faire la guerre pour son pays, protéger et défendre son pays, se battre et aider son pays à se développer. Donc, s'identifier entièrement à son pays et à son peuple. Lorsqu'une personne atteint ce niveau de citoyenneté, elle acquiert une identité, son identité nationale. Mais elle ne l'acquiert pas seulement, elle s'y identifie et porte l'image de sa nation. On est mauritanien, par exemple, lorsqu'on est en phase avec les principes à valeur républicaine de la Mauritanie. C'est à partir de ce moment que l'on devient citoyen à part entière, avec des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. Cependant, dans identité nationale, il y a la notion de nation. Il faut peut-être d'abord comprendre ce qu'est une nation avant de démarrer toute réflexion sur l'identité nationale en Mauritanie et sur la possibilité de bâtir une unité nationale. La nation, selon certains penseurs européens, est une construction plus idéologique qu'une réalité concrète. Elle est liée à l'idée de naissance, nacere. Au Moyen Âge, cette idée renvoyait à un groupe d'hommes et de femmes à qui l'on attribuait une origine commune. Mais aujourd'hui, je pense que cette idée tribale qui s'apparente à une conception ethnique est largement dépassée si l'on adopte une conception moderne du mot qui la définirait plus comme un ensemble complexe de liens qui fondent le sentiment d'appartenance commune. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut une volonté durable de vivre dans un même ensemble pour constituer une nation. Il y a eu dans l'histoire plusieurs théories autour de la nation et des différences de conception et d'explication de l'idée de nation. Deux conceptions se sont opposées pendant longtemps, la française avec principalement Ernest Renan et la conception allemande avec Herder et Fichte. Je vous propose donc de voir ces deux conceptions, avant de continuer mes développements sur le cas mauritanien et voir si je peux continuer à dire nation pour parler de mon pays. Johann Gottfried Herder, né en 1744 et mort en 1803, pose comme condition le sol et la langue commune comme facteurs déterminants pour constituer une nation. C'est d'ailleurs à peu près la même idée que Gottlieb Fichte, né en 1762 et mort en 1814, avance dans ses discours à la nation allemande. Il souligne l'idée de peuple et de l'importance de la langue. Je retiens ici que pour Fichte, comme pour Herder, la nation se détermine de façon objective par la culture, l'histoire et la langue. Selon lui, ces critères devraient permettre d'unifier la population, s'adressant au peuple allemand qui, depuis l'Antiquité, a conservé sa langue. C'est donc ce qu'il appelle une nation-mère. Une nation qui a su, au cours des âges, conserver sa langue contrairement au latin qui disparaît et cède sa place aux langues dérivées. Ernest Renan, né en 1823 et mort en 1892, quant à lui, pose comme critère l'appartenance nationale pour définir la nation. Selon lui, une nation est âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est dans la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Selon donc Renan, l'existence d'une nation est un Fichte dans Address to the German Nation, Hackett Publishing, 2013 plébiscite de tous les jours. Je pense qu'il y a là deux conceptions européennes de la nation. L'une objective qui se base sur des critères extérieurs à toute volonté individuelle et l'autre subjective qui offre à un individu ou à un groupe d'individus
l'opportunité de mettre en concert leur volonté d'intégration au sein d'un ensemble commun de valeurs et de principes, quand bien même ils n'ont pas partagé une histoire commune. En islam, le concept de nation est également fort présent. Je ne parle pas ici de la Nation of Islam de Wallace Fard Muhammad ou encore d'Elijah Muhammad, qui fut une organisation politico-religieuse américaine mélangeant nationalisme afro-américain et religion. Je parle plutôt de l'idée de nation même existant dans les textes du Coran. Cette idée de nation en islam, Dieu Allah le souligne en ces termes: « Ô vous, les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons constitués en peuple et en tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. » En vérité, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui l'emporte en piété. Dieu est omniprésent. Il est instruit de tout. Sourate 49, verset 13. Le concept utilisé en islam est celui de la seule nation, selon certains penseurs musulmans. Il a conduit directement à garantir l'égalité universelle entre tous les citoyens de Médine et à la participation dans tous les domaines de vie. Aussi, plusieurs versets dans le Coran insistent sur la nécessité du vivre ensemble et de la coexistence, lorsque même il existe d'autres religions célestes qui partagent le même sol que les musulmans. En Mauritanie, les notions d'identité et d'unité nationale sont utilisées d'une façon récurrente par les politiques pour tenter, hypocritement, d'aborder une démarche consistant à réunir tous les citoyens autour des valeurs communes et des principes à valeur religieuse, culturelle, traditionnelle et constitutionnelle qui sont censés les lier. Les composantes ethniques en Mauritanie n'ont pas toutes la même histoire. Elles ne partagent pas les mêmes valeurs culturelles, encore moins les mêmes traditions. L'islam est peut-être finalement la seule liaison existant entre les différentes composantes ethniques: Al-Pulaar, Berbère, Wolof, Soninké, mais aussi Bambara. L'islam est d'ailleurs la religion de l'État. C'est une disposition constitutionnelle qui le dit. Le peuple mauritanien s'engage à respecter cette règle. Il s'identifie aux règles communes inspirées de la charia islamique et doit apporter son concours à la préservation et à l'élaboration du rite malékite en vigueur dans le pays. Cependant, je ne pense pas que l'aspect religieux soit un élément déterminant l'identité mauritanienne. Ce n'est pas parce que l'islam est la religion du pays qu'il constitue un élément par lequel tous les Mauritaniens s'identifient. Parler d'identité nationale en Mauritanie n'est donc pas un exercice aisé, car elle n'existe pas en tant que telle, comme il existe une identité française ou une identité marocaine, par exemple. Aujourd'hui, lorsque l'on tente de définir l'identité mauritanienne, on peut vite tomber dans un amalgame historique et culturel où l'on mettrait toute l'histoire du pays en faveur d'une seule composante ethnique, comme l'ont longtemps fait les politiques du pays des années durant. Ils considéraient que la Mauritanie est un pays de race blanche, un pays arabe composé d'une majorité arabo-berbère, donnant ainsi à celle-ci tous les attributs de citoyens de premier plan. Les autres Mauritaniens des autres composantes ethniques seraient alors des étrangers venus du Sénégal et du Mali principalement, et qui, au fil des temps, se sont mauritanisés et ont acquis la nationalité mauritanienne et la qualité subsidiaire de Mauritaniens. À l'international, le pays est présenté comme un pays arabe. Les principaux journaux télévisés sont donnés en langue arabe. L'arabe étant la langue officielle du pays, les Mauritaniens qui ne parlent pas l'arabe ou qui ne se reconnaissent pas dans cette langue portent le chapeau de citoyens de seconde zone. L'identité nationale est donc une problématique importante à résoudre si l'on veut aborder les questions d'unité nationale. Comment peut-on s'unir si nous ne partageons pas les mêmes façons de vivre en société? Comment cela se pourrait-il si tous les Mauritaniens ne sont pas d'accord avec le modèle de société applicable? Le modèle de société à construire doit pouvoir représenter tous les Mauritaniens dans leur ensemble et dans leur diversité. Mais sachant qu'il n'y a pas une histoire commune entre par exemple un Hal Pulaar et un arabe berbère ou un Wolof et un Soninké, comment peut-on les représenter dans une seule et même identité? Je veux dire par là que ce Hal Pulaar et ce berbère, ou encore ce Wolof et ce Soninké, n'ont presque rien en commun culturellement et traditionnellement. Alors comment construire une identité nationale qui puisse valoriser chaque composante ethnique dans une appréciation globale? De quelle unité nationale pourrait-il s'agir? L'unité nationale tant recherchée est-elle réalisable en Mauritanie vu la multiculturalité de son peuple?
Ne faut-il pas d'abord résoudre la question de l'identité mauritanienne? Ces questions doivent faire l'objet d'un débat national dans lequel toutes les composantes ethniques seront représentées. Ce débat doit pouvoir redéfinir les problématiques d'ordre sémantique. Les notions d'identité et d'unité nationale ont maintes fois été soulevées par les leaders politiques, mais rien dans la pratique ne peut prouver que ces questions sont prises au sérieux. La politique de l'État s'exerce dans le cadre d'un système. Un système conçu pour favoriser les arabo-berbères dans tous les domaines de gouvernance, que ce soit sur le plan politique, sur le plan public et sur le plan privé. Si les problématiques d'identité et d'unité nationale n'ont pas encore trouvé de réponse sérieuse, c'est qu'il n'y a pas vraiment une volonté d'établir une véritable politique de cohésion sociale. En vérité, il est difficile de parler d'une seule et même identité mauritanienne. Au contraire, il y en a plusieurs. Je pense qu'il serait plus judicieux de parler des identités mauritaniennes. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Ce n'est pas avec des lois que l'on peut décider de résoudre certaines questions. Beaucoup d'ombres existent dans l'histoire de la Mauritanie. Des hommes sont tombés sous les coups de l'injustice étatique, torturés jusqu'à la mort, pendus, humiliés, déportés et pour les moins chanceux, sommairement exécutés. Les responsables de ces faits sont encore là. Ils sont vivants pour la plupart et sont bien placés. Ils sont soit hauts fonctionnaires ou hauts gradés dans l'armée, soit en train de couler simplement des jours heureux sans aucune inquiétude. Pour qu'un vivre ensemble soit réalisable, l'hypothèse d'un pacte social et républicain dans lequel les catégories ethniques se rencontreront pour bâtir une nouvelle Mauritanie n'est pas exclue. La problématique de la coexistence et de la cohabitation doit être au centre des questions qui doivent être abordées. Noirs et arabo-berbères doivent s'asseoir et discuter de ces questions, au risque de voir le fossé de la haine se creuser entre eux et que le retour en arrière soit impossible. Je suis conscient que le chemin est long pour voir se réaliser certaines avancées, mais il faut tout de même essayer. Si rien n'est fait pour améliorer les relations sociales, le changement verra difficilement le jour. Je suis également conscient que ce changement ne viendra pas d'en haut. L'absence de volonté de l'État n'est plus discutable. Il ne fera rien qui puisse permettre le dialogue national. Je veux autrement dire que voir les rapports entre les Mauritaniens se développer n'est pas vraiment le souhait de l'État. Au contraire, il mise sur leur désunion et les conflits qui les opposent pour asseoir son pouvoir. Ce qu'il fait, c'est de diviser pour mieux régner. Et le pire, c'est que ça marche. Le changement peut venir d'en bas, mais il faut qu'au niveau du Mauritanien lambda, il se produise une sorte d'électrochoc qui puisse le conscientiser et provoquer en lui la volonté d'aller vers l'autre. La méfiance et la peur de l'autre viennent du fait qu'il n'y a pas une réelle cohabitation entre noirs et blancs en Mauritanie, chacun préférant vivre ou habiter là où il y a plus de personnes qui lui ressemblent. Cette distance existante entre Noirs et Arabes berbères s'explique simplement par le fait qu'ils n'ont pas le même degré de citoyenneté. La politique par l'État mauritanien récemment a encore mis une couche supplémentaire sur la ségrégation existante entre les Mauritaniens de couleur et les Arabo-berbères. La célèbre députée à l'Assemblée nationale mauritanienne, Kadiata Malik Diallo, dénonçait en juin 2011 dans cet hémicycle les méthodes utilisées par les agents d'état civil pour enrôler les populations noires et une certaine catégorie de citoyens arabo-berbères. Mais elle soulignait surtout le caractère discriminatoire et raciste des questions posées aux Noirs africains mauritaniens. Elle s'indignait sur le caractère racialiste et discriminatoire du processus d'enrôlement, car, pour les négro-africains, on a le sentiment que ce recensement est fait pour les exclure, affirmait-elle devant le ministre chargé de la question. Ce qui est vérifiable, car un mouvement populaire du nom de Touche pas à ma nationalité s'est formé pour faire de cette question l'un des axes centraux de sa lutte en dénonçant ce système de recensement. Un système dans un système politiquement incorrigible conçu pour promouvoir des méthodes d'exclusion systématique des Noirs mauritaniens. Je l'ai dit tout au long, mais je le répète, il n'y a rien qui puisse faire évoluer les choses en Mauritanie tant que le pouvoir étatique s'exerce dans le cadre du système qui est en place. Il s'agit d'un système discriminatoire consistant à donner plus de place à la communauté arabo-berbère, notamment par le fait de l'officialisation de la langue arabe comme principale langue nationale.
Mon pays est présenté comme un pays arabe à l'international, ce qui laisse penser que les Noirs mauritaniens sont des étrangers venus s'implanter dans le pays et qui ont fini par acquérir la nationalité mauritanienne au fil du temps. Ce qui est faux, car historiquement, les premières populations à occuper le sol mauritanien, ce sont les populations noires africaines mauritaniennes. Les populations arabo-berbères ne sont donc venues que plus tard en troisième position, après les Peuls et les Soninké. La question des langues nationales est cruciale en ce qui concerne la construction et la reconnaissance de l'aspect identitaire en Mauritanie. Le problème de l'unité nationale est intimement lié à celui de l'identité nationale. La question de l'identité nationale à celle de la citoyenneté, cette dernière, elle, demeure très problématique. D'année en année, les difficultés naissantes autour de ces questions deviennent des défis d'ordre politique pour la majorité des partis de l'opposition. L'aspect patibulaire de la diversité culturelle et celui de la reconnaissance des langues posent des problématiques d'ordre social et politique. Selon le professeur Le Gourmaud, la reconnaissance constitutionnelle des communautés nationales est quasi inexistante en Mauritanie. Seule existe, selon lui, une reconnaissance linguistique dans la Constitution. Il va même plus loin en affirmant que les 4 langues nationales sont inscrites dans la loi fondamentale comme langues existantes, mais en aucun cas il est fait référence aux communautés. Selon lui encore, aucune d'entre elles n'a une existence ou une considération officielle. Il affirme aussi que dans leur rapport avec l'administration, les communautés Peul, Wolof et Soninké n'ont pas une réalité administrative. Elles n'ont alors aucune raison d'être constitutionnelles. Je voudrais ajouter à cela que cette non-reconnaissance de la diversité des identités culturelles n'est que la suite logique de l'idéologie négationniste du système d'État de mon pays. Système mettant, depuis l'accession du pays à l'indépendance, une bonne partie de la population sur le banc des oubliés de la République. Cet oubli volontaire a pour conséquence l'exclusion ethnique des communautés nationales non arabes. Reconnaître l'existence constitutionnelle d'une langue sans reconnaître celui qui la parle et qui s'en identifie relève d'une hypocrisie politique sans nom.